l'ictère prolongé plus de 10 jours, l'ictère intense s'étendant jusqu'aux plantes des pieds, la présence de signes de fœtus, à savoir une fièvre, des troubles thermodynamiques, une hypotonie, un retentissement sur l'état général, une mauvaise prise de poids, mais c'est des signes de cholestérol, à savoir l'hypotomégalie, les urines qui sont foncées et des selles décolorées. Donc, pour les étiologies, donc on distingue l'ictère physiologique ou ictère simple du nouveau-né qui débute après un intervalle libre de 2 à 3 jours avec un taux de bilirubine libre qui ne dépasse pas 150 mg par litre et disparaît spontanément en 10 à 15 jours. Donc, pour les autres étiologies, on a l'ictère à bilirubine libre et donc, qui l'enfant présente des urines qui sont claires, les selles sont normocolorées. À la biologie, on a une prédominance de la bilirubine libre, donc glycosylique. Donc, pour ce groupe, on a les ictères hémolytiques qui sont d'origine immunologique, à savoir l'incompatibilité cétomatérnaire dans le système régis. Donc, avec des manifestations cliniques qui peuvent donc survenir en intra-utérin, à savoir donc un avortement tardif, mort in utero, un état d'analyse totale. En post-natal, on a donc l'ictère qui est très précoce. L'enfant présente une pâleur, une hypotomégalie, splénomégalie, avec un risque important d'ictère nucléaire. Donc, à la biologie, on a le groupage de la mère qui est donc résus négatif. Le nouveau-né a un groupage avec résus positif et le test de Coombs est plus souvent positif chez le nouveau-né. Donc, le Coombs est indirect avec une hyperbilirubinémie libre. L'anémie est souvent profonde, régénérative. Donc, comme autre incompatibilité fœto-maternelle, on a donc dans le groupe ABO, il y a l'immunisation d'une mère du groupe sanguin au contact de substances antigéniques de spécificité croisée avec donc le groupe A ou B. Donc, ça peut apparaître dès donc le premier enfant. Comme bilan qu'on peut réaliser, on a donc chez le nouveau-né le groupe sanguin qui peut être donc A ou O. Le Coombs direct est le plus souvent négatif et chez la mère, on a le groupage qui est donc O avec donc des RAI qui sont positifs. Donc, comme autre étiologie donc liée à une il y a l'incompatibilité fœto-maternelle. On a donc les sous-groupes C, E, Kelly, Duffy, généralement donc qui suivent après transfusion répétée. Donc, on a à peu près le même tableau clinique avec un test de Coombs direct qui est positif. Donc, il y a les logiques, à savoir donc les hémolyses constitutionnelles, donc les anomalies de membrane, à savoir la sphérocytose héréditaire, la maladie de Mascovitch-Schoffer, donc qui sont des pathologies à transmission autosomique dominante, avec possible cas sporadique. L'ictère donc néonatal, etc. Au frottis sanguin, on a donc la présence de sphérocytes. Le frottis néanmoins peut être normal et n'élimine pas donc le diagnostic. Donc, on a le est le plus souvent orienté par l'anamnèse familiale. Il faut donc être confirmé par l'étude de la résistance globulaire osmotique. Donc, comme autre la membrane du globulus, on a l'électrocytose familiale, la stomatocytose héréditaire, la l'acanthocytose constitutionnelle. Donc, on parle autre étiologie des anomalies enzymatiques, le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase, qui se manifeste par une transmission récidive liée au sexe, touche le plus souvent les garçons. Donc, on a un déficit enzymatique par modification du système enzymatique dont l'affinité pour le substrat est réduite avec accumulation de peroxyde toxique que la glutaminoperoxydase ne pourra éliminer. Donc, on a un tableau d'hémolyse avec ictère précoce. Le diagnostic se fait par donc, dosage enzymatique après l'âge de 3 mois. Le traitement se fait donc par les transfusions et interdit tout médicament oxydant qui augmente les peroxydes, à savoir donc les sulfamides, la chloramphénicol et la vitamine K. On a anomalie enzymatique, le déficit en pyruvate kinase, donc se fait par transmission autosomique récessive. Donc, on a un état aussi à une splénomégalie. L'anémie est constante et sévère. Donc, pour le diagnostic, on doit faire un dosage enzymatique, donc le traitement fait par la transfusion, plus ou moins donc la splénomégalie, la splénictomie.
Donc, pour les hémoglobinopathies, on a donc l'alpha-thalassémie qui est rencontrée en Extrême-Orient, qui peut se manifester par un ictère néonatal. Les hémoglobinopathies rencontrées dans les autres pays, à savoir donc en Algérie, à savoir donc la drépanocytose, ne se manifeste pas à la naissance. Donc, pour le groupe des hémolyses acquises, on a les causes infectieuses, à savoir donc toute infection néonatale, qu'elle soit virale, bactérienne ou parasitaire, peut s'accompagner d'une hyperhémolyse à l'origine d'une hyperbilirubinémie non conjuguée. Donc, on doit rechercher des signes d'infection chez tout nouveau-né ictérique. Donc, le plus souvent, l'ictère est à bilirubine mixte ou direct. L'ictère à bilirubine indirecte précoce est possible les premiers jours. Donc, pour les causes toxiques, on a donc peut-être des administrations de vitamine K synthétique à la prise d'ocytocine chez la maman au cours du travail. Donc, on a des déficits transitoires de la glucoconjugaison, donc qui est le plus souvent rencontré chez le prématuré et débute vers le 4e, le 7e jour de vie. Donc, peut-être isolé sans autre signe clinique. Donc, peut-être aussi prolongé. Donc, on a pour les déficits de la glucoconjugaison, on a donc la maladie de Crigler-Najjar, donc qui est due à un déficit de la gluconéotransférase. On distingue deux types, à savoir le type 1, donc il y a dans les antécédents il y a une notion de consanguinité parentale. Donc, c'est fait par transmission autosomique avec un déficit complet et létal de la gluconéotransférase. Le traitement inducteur par phénobarbital est inefficace et le risque d'ictère nucléaire est majeur dans le type 1. Donc, pour le type 2, on a un déficit partiel en gluconéotransférase. Donc, la transmission est autosomique dominante. L'ictère est plus modéré que dans le type 1 à sans atteinte donc nucléaire. Donc, dans ce cas, le traitement